Le podcast qui fait grandir même les parents. Un podcast réalisé par les éditions Mango. Bonjour. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Chaque jour, je m'émerveille devant les progrès de mes enfants. Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi. Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans. Alors je les couvre de baisers. Mais j'ai parfois du mal à les gérer. Je leur ai appris à parler et puis à se taire. Je leur interdis les écrans. Mais je suis moi-même un peu addicte. Je leur parle de respect. Mais je ne cesse de crier pour leur dire d'arrêter de se disputer. Bref, je suis une mère contradictoire. Face à ce constat, je suis allée voir Anne-Claire Kleindist, psychologue clinicienne et experte en parentalité positive. J'ai compris que je n'étais pas la seule mère contradictoire, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et des pères aussi. J'ai donc eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre ces conseils pertinents et déculpabilisants. Anne-Claire écoute depuis des années les parents et leurs enfants. À travers son approche toujours bienveillante, elle les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Aujourd'hui, elle vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait, maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien. Au fait, dans la famille complice, moi je suis le papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, très bonne, merci. Moi, j'ai passé une super semaine. J'étais en vacances en fait et du coup, j'en ai profité pour aller me promener pas mal. Et je suis allée en librairie aussi. Et du coup, je suis allée voir un petit peu les livres qui parlent des parents et des enfants. Et j'ai vu qu'il y en avait mais beaucoup sur les émotions. Ouais. Pour les adultes, pour les enfants. C'est vraiment un sujet qui porte toute la parentalité aujourd'hui. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, que j'allais vous poser cette question. C'est quoi le rôle des parents par rapport aux émotions de leurs enfants? Peut-être qu'il faut les comprendre déjà, savoir ce que c'est. Ouais, alors c'est pas mal de effectivement faire un petit détour pour les lister, mais le rôle vraiment, en vous écoutant et en réfléchissant, il me semble que c'est un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire d'aider l'enfant à ne serait-ce que reconnaître, identifier quelle émotion l'habite. Lui, par définition, il ne le sait pas. Nous, on peut se tromper parce qu'on est à l'extérieur, mais avec nos petits points de repère et nos intuitions, voilà, c'est ça. On peut les aider en tout cas à les identifier, les reconnaître, pour ensuite pouvoir les accueillir. L'idée, ça va pas être de lutter contre elles, parce que c'est un état intérieur dans lequel on est. C'est comme une espèce de météo intérieure, c'est un mouvement qui indique quelque chose. Alors, elles vont être agréables. Forcément, en fait, elles nous tombent dessus. Elles nous tombent dessus, enfin, ou elles nous traversent. Et que du coup, notre rôle de parent, c'est ça, c'est d'aider les enfants petit à petit à les reconnaître, à les accueillir et à trouver le comportement adéquat, donc les canaliser d'une certaine façon. Et c'est pas tant l'émotion qu'on canalise que le comportement qu'on va pouvoir avoir pour éviter que ça fasse trop de dégâts et que la boule de neige devienne trop envahissante, quelle que soit l'émotion. Alors, quelles sont-elles ces émotions? Il y en a combien, les plus importantes, et décrivez-les-nous. Ouais, alors il y a des grands débats de psychologues sur le sujet. On pourrait passer des heures dessus. D'ailleurs, les livres en librairie en attestent. On peut en débattre à l'infini. Moi, j'aime bien rester sur. C'est un peu comme les 3 couleurs primaires, sur les 4 émotions les plus reconnues comme les plus fondamentales et qui vont se composer entre elles, se mixer entre elles. Il y a donc la peur, la tristesse, la colère et la joie. Elles sont toutes utiles. En revanche, elles ne sont pas toutes
à la même intensité vibratoire. Elles n'ont pas toutes la même, on les vit pas de la même façon. Qu'est-ce que c'est l'intensité vibratoire? Je n'arrive pas bien à voir. Vous pourriez m'expliquer? Ouais, alors l'intensité vibratoire, c'est qu'est-ce que ça vient faire vibrer en nous une émotion. Alors peut-être je vais peut-être les décrire et puis on le comprendra au travers de ça. Alors, dans l'échelle de l'intensité vibratoire, la plus basse, c'est quand même quelque chose qui tourne autour de la tristesse. En fait, en réalité, il y a la honte et la culpabilité qui sont encore plus basses. Mais bon, voilà, la tristesse. On va commencer à la tristesse. Ouais, c'est déjà pas complètement. Pas très agréable. Voilà. Mais la tristesse, c'est un état dans lequel on se retrouve quand on a perdu quelque chose ou quelqu'un, quand on a une situation qui évolue, quand on a une page qui se tourne. Et ça, toute la vie, on en vit. L'enfant va en vivre dès les premières pertes. Et c'est pas forcément le décès d'un proche. Ça peut être un petit animal qui disparaît, mais ça peut être aussi une maison qu'on quitte ou un jouet qu'on n'a plus. Enfin voilà, ça va se vivre sur des choses. Et la tristesse, son utilité, c'est que elle nous permet justement de passer le cap. Parce qu'on est triste, on peut être aussi consolé, accompagné par son entourage et ainsi pouvoir passer à l'étape d'après. D'accord. Et laisser celle-là derrière soi. Nous aider à dépasser cette tristesse et puis tout à fait. Mieux, quoi, on va dire. Tout à fait. Ensuite, il y a la peur. La peur, elle a aussi son utilité. C'est un état dans lequel on se trouve à chaque fois qu'il y a la perception d'un danger. En même temps, le danger, il est parfois complètement réel, mais il est parfois un peu imaginé aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est tout ce sujet. Et est-ce qu'on est dans une petite peur qui va nous être utile parce que elle va nous piquer un peu les fesses et elle va faire que on a peur de louper demain l'examen. Voilà. Et là, c'est tout à fait utile. Ou est-ce qu'elle devient trop envahissante par rapport à la représentation qu'on s'en fait? Et là, elle risque de nous mettre en état de sidération. Donc, utile jusqu'à un certain stade et puis délétère au-delà d'un certain stade. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour la peur. Je pourrais juste préciser que dans ces états de stress et d'inquiétude, on peut être, quand on peut, on attaque. Ça c'est la première démarche et c'est bien de pouvoir attaquer parfois. Si on peut pas attaquer, on fuit. Et si on peut ni attaquer ni fuir, alors on va se figer. Et c'est là que c'est plus compliqué. Parce que la peur c'est un peu une émotion archaïque, c'est-à-dire elle nous est utile parce que elle nous prévient d'un danger qu'on doit éviter. Au départ, c'est ça, c'est sa fonction. Elle est nécessaire pour la survie de l'espèce puisque c'est celle qui nous indique ce qu'il faut pouvoir être capable d'attaquer ou de fuir. Mais ensuite, parfois, dans nos fonctionnements d'hommes évolués et un peu quelquefois aussi envahis, ça devient bloquant. Donc ça, c'est la peur. Ensuite, il y a la colère, qui est une émotion qui a un plus fort taux vibratoire. On se sent plus vivant quand on est en colère. C'est comme ça d'ailleurs que certains survivent en restant en colère, parce que c'est plus supportable que la peur. Et en même temps, elle a aussi son utilité. La colère, elle est là pour nous dire que quelque chose n'est pas OK, ou que quelque chose n'est pas juste. Et le mouvement intérieur qu'on a, qui nous fait nous dresser, qui nous fait nous mettre en mouvement, vous voyez, je bougerai en le manifestant. C'est la colère. Ouais, c'est ça. C'est utile. Et puis là aussi, si c'est trop, ça nous envahit et la colère emporte tout sur son passage. Et là, le comportement qui en découle peut être vraiment problématique. Donc ça, c'est la colère. Et puis la quatrième, la joie. Alors celle-là, on l'appelle souvent une émotion positive. Ouais. En fait, elle est comme les autres. Elle a son utilité, puis elle peut avoir aussi ses limites. Mais elle est là pour nous indiquer que c'est OK, que ça va bien, que ça c'est une situation qui nous va, qui nous convient. Et donc, on peut avancer avec elle. C'est celle qui nous met le sourire aux lèvres ou le cœur en ouverture. Ouais, donc il faut profiter. Ouais. Quand on se dit, ah oui, à ce moment, il est bien. Il est bien et on l'engramme, c'est ça. Ouais, exactement. Et qui nous fait être là dans le moment présent et connecté à nous-mêmes et aux autres. Sauf si on entre dans quelque chose de l'ordre de l'excitation, de la surexcitation, où là, quelquefois, on peut se perdre un peu soi-même. Ouais. Mais voilà, c'est ça, ces quatre émotions. Ces quatre émotions principales. Ouais. Concrètement, est-ce que vous pourriez me donner un exemple illustrer une de ces émotions, par exemple la peur, avec une histoire que vous connaissez et donc nous donner des conseils sur la façon de réagir par rapport à
une situation précise. Ouais. Alors, ce qui me vient à l'esprit comme ça, spontanément, c'est tout bêtement ce petit enfant qui va, que ce soit dans la cour de récréation ou dans le chemin en sortant de la maison, qui va tomber et qui va se blesser le genou. Ça va saigner, là, comme on a le genou qui s'écorche. Et ce qui va l'habiter, cet enfant, c'est la douleur physique, la vue du sang et la peur qui va être là, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va m'arriver si le sang coule, et quelque chose qui l'habite parce qu'il n'a pas encore suffisamment d'expérience, c'est que cette douleur va pas durer toujours, sauf que lui, quand il est dans ce moment présent, c'est complètement envahissant et il a très très peur. Ah ouais, que ça dure toute la vie. Oui, en tout cas, il a très très peur que ça se propage, que ça... Enfin, voilà, faudrait demander à chaque enfant, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, si on est dans le fait de minimiser ça, de balayer ça d'un revers en disant hop, 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 on risque de... Enfin, voilà, on va pas forcément être très aidant en faisant ça. Alors, ça peut fonctionner à très court terme de l'embarquer là-dedans, mais ça peut être vraiment intéressant à ce moment-là de lui dire, tu sais quoi, t'as le genou qui saigne et... ça va pas durer toujours. Ça saigne tout de suite, mais ça va s'arrêter. Et t'as très mal tout de suite parce que tu viens de tomber. Et la douleur, elle est comme ça. Elle est forte au début et ensuite elle descend. Et d'ailleurs, regarde, elle est déjà en train de descendre. Et ce genou qui saigne, ça va s'arrêter là. Et t'es en sécurité. C'est juste ton genou. Et tu sais quoi, ça va bientôt aller comme avant. Voilà. Et d'être dans quelque chose qui sécurise, qui contient, qui rassure, qui met des bornes, parce que l'enfant, il se dilate dans son émotion. Il n'a pas de limite. Son émotion, elle peut être complètement... Il peut se dilater dans n'importe quelle émotion, que ça soit... Absolument, la tristesse, exactement. Il est en colère pour quelque chose, ça peut monter en boule de neige jusqu'à être complètement envahissant. La tristesse, pareil. Et la joie aussi. Et les enfants sont là-dedans. Et c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est qu'ils vivent pleinement leurs émotions. Mais à nous, parents, de regarder comment on peut les contenir. Ouais, donc en fait, les contenir, ça voudrait dire... leur apprendre à accueillir, enfin, c'est un peu compliqué, mais à ressentir, leur dire que ce qu'ils ressentent, c'est normal, mais comment ça va pas durer toujours, et puis comment ils vont pouvoir se rendre compte tout seuls que cette émotion, elle vient, elle est forte, elle génère des choses, mais qu'après elle va passer, etc. quoi. Et que petit à petit, en grandissant, c'est ça qu'ils vont apprendre à développer si on les aide, comme vous êtes en train de nous décrire. Oui, et avec cette idée quand même, il y a une petite dimension un peu pivot peut-être, c'est il y a le temps pour reconnaître l'émotion, ce qu'elle est, comment elle est venue, tout ça. Et puis, il y a le temps de parler du comportement qui va avec l'émotion. C'est-à-dire que le mouvement émotionnel emmène vers un type de comportement. Et c'est là que notre posture éducative est précieuse, parce qu'on va pouvoir... montrer à l'enfant qu'il peut être maître de sa vie, maître de ses choix et décider qu'est-ce qu'il va faire de cette émotion. Est-ce que quand il est en colère, ça lui donne tous les droits, et est-ce que c'est OK d'aller envoyer son poing dans la figure de son petit copain d'école ou de mettre des mots d'insultes terribles, ou est-ce qu'il peut choisir de faire autrement? Et là, on peut aller chercher dans une batterie d'outils où l'enfant peut apprendre petit à petit, mais dès qu'il est petit, avec une roue des choix, par exemple. C'est quoi une roue des choix? Une roue des choix, c'est juste construire une petite roue en forme de avec des parts de camembert, et que l'enfant puisse commencer à écrire quelles sont ses options. Par exemple, il peut faire la roue de la colère. Quand je suis en colère, en face de quelqu'un, ou même tout seul, je choisis d'eux, et il peut mettre ses ressources. Je choisis d'eux, me reculer un peu, m'isoler, respirer un bon coup, dire avec mes mots ce qui me convient pas, parler à l'autre, proposer autre chose. Enfin voilà, ça. Donc, en fait, il prévoit en quelque sorte ce que lui-même pourrait avoir comme réaction face à un débordement d'émotions. Et comme il y a pensé avant, il va petit à petit arriver à trouver une solution qui lui convienne. Exactement. Que ce soit pas quelque chose, un comportement qui est inacceptable. Absolument. Et nous, on va être vraiment, en tant que parents, dans cette démarche de dire l'émotion que tu vis, c'est l'émotion que tu vis. Et on n'a rien à en dire. Elle est ce qu'elle est. Et c'est ta météo intérieure. On va la nommer, on va la reconnaître, on va l'apprivoiser de ça. Mais c'est une émotion. On n'a rien à en dire. En revanche, ton comportement, en lien avec cette émotion, on a quelque chose à en dire. Il y a des choses qui ne sont pas OK par rapport à nos valeurs familiales, par rapport à nos valeurs de vie, par rapport à à la vie en société. Et là, on va apprendre petit à petit avec l'enfant, lui apprendre nous-mêmes, parce que nous aussi, sur notre chemin de vie d'adulte, on a encore à progresser. On n'est pas. L'enfant, il a combien de temps pour apprendre tout ça? Parce que je crois que le cortex préfrontal, il est mûr à 25 ans. Il faut tout ce temps-là pour arriver à canaliser ses émotions. Ouais. Il faut tout ce temps-là. C'est-à-dire que le plus tôt on commence, le plus tôt on a des chances de voir des choses intéressantes arriver en cours de route. On n'est pas obligé d'attendre 25 ans. Mais justement, là aussi, c'est de l'intégration. C'est expérience après expérience que les choses se font.
Merci Claire, on va se retrouver bientôt la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. C'était vraiment intéressant. Avec plaisir. Découvrez également le coffret Régulation des émotions, un kit ludique à utiliser à la maison par les mêmes auteurs aux éditions Mango. Et pour aborder ce sujet avec vos enfants, je vous conseille le livre CD Le Grand Livre des émotions dans la collection Petit Zen aux éditions Fleurus. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre Petit décodeur illustré de l'enfant en crise d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, par tirage au sort parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.